1, 2, 1, 2, ok, on m'entend bien. Super. Voilà. Bonjour à tous. Ouah, je vous vois pas trop bien, mais c'est pas grave. Donc, 1, 2, 3. Bonjour à tous, merci d'être venus à ma présentation sur Jetpack Compose. Alors, je me présente rapidement, moi c'est Gérard Paligo. Je suis Software Staff Engineer chez Decathlon dans le retail. Donc, si vous rentrez dans un magasin Decathlon, tout ce que vous voyez en termes de front et ce que vous ne voyez pas en termes de back, c'est dans mon périmètre. Sauf que moi, j'ai plus une appétence à tout ce qui est sujet mobile, donc qui va être l'objet de notre présentation aujourd'hui. Juste avant de commencer, vite fait à main levée, est-ce que des gens ont déjà entendu parler ici dans l'audience de Jetpack Compose? Ok, ça fait déjà pas mal, c'est cool. Et qui ont utilisé dans des projets, même petits, juste pour tester? Ok, ça fait un peu moins déjà. Très bien. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, Jetpack Compose, c'est quoi? Jetpack Compose, déjà, c'est une approche déclarative pour créer de l'interface graphique. Donc vous connaissez peut-être React Native, Flutter, SwiftUI, beaucoup d'autres aussi. Et ben, Jetpack Compose a un peu la même mentalité, mais avec une approche différente. On va voir ça tout au long de cette présentation. Non. Ok. Hop. Ah, c'est bon. Ok. Jetpack Compose a écrit 100% en Kotlin, et ils vont même un peu plus loin. Il y a même un compilateur spécifique au langage qui est nécessaire pour exécuter du code Compose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes développeur Android, eh ben vous savez que vous n'allez pas pouvoir utiliser le Java quand vous allez faire du Compose. Donc du coup, ça vous force à avoir des codes base qui sont en Kotlin et pas en Java. Ok, ok, c'est bon. C'est développé par une équipe, l'équipe Android Toolkit chez Google, et aujourd'hui de manière assez étroitement liée avec la société JetBrains, que vous connaissez peut-être parce que c'est eux qui font IntelliJ et toute la suite qui en découle. Et c'est eux aussi qui ont développé Kotlin. Et donc du coup, ils aident notamment par rapport au compilateur qui a été développé, tout ce qui est nécessaire dans le langage pour rendre Compose possible, et d'autres choses qu'on verra un peu plus loin dans cette présentation. Et enfin, voilà. Le projet il est open source. Je vous donnerai le lien à la fin de cette présentation. Mais donc, si vous voulez un peu bidouiller ou simplement voir comment est fait Compose, vous pouvez aller le voir. Je vous souhaite bon courage. Je vais essayer de le faire, mais vous pouvez le faire. Ok. Alors, cette zapette, ça va pas le faire. Alors, on va faire ça ici. Ok. Hop. Donc la première chose, quand on fait du Compose, si vous êtes développeur Android et vous avez l'habitude de faire des écrans en format XML, c'est très déroutant parce que l'approche Compose va vous demander de penser différemment. Alors pour illustrer tout ça, on va avoir une petite application d'exemple. Donc c'est une application de film assez simple, hein, avec 3 écrans, une home avec une liste de films, une fiche de film et une listing de films sur lequel on peut accéder depuis la home quand on clique sur le petit View All. Donc très simple. Et on va prendre un exemple là concret. On va décomposer un peu cet écran-ci en composant Compose. Donc on va avoir en haut la top app bar sur lequel on ne va pas trop s'attarder. C'est un composant qui est fourni avec Compose et qui permet du coup d'afficher une toolbar classique dans les écrans Android. Nous, on va plutôt s'attarder sur les écrans custom qu'on a créés pour cette application. Donc on va d'abord avoir le movie metadata, qui lui est un titre de film, une liste de genres, une année de publication et optionnellement, ici on ne le voit pas, mais optionnellement la durée du film. On va voir dans quel cas on peut l'afficher, ça va être intéressant par après. On va avoir aussi un composant rating, qui est du coup le petit rond avec le pourcentage qui est juste le rating du film par rapport aux utilisateurs. On va avoir le poster, qui est du coup juste la fiche du film. On va voir la combinaison des deux, un composant qui affiche les deux et qui est paramétrable pour pouvoir l'afficher le rating en haut à droite, en bas à droite, enfin tous les coins de la fiche. Et enfin, on va voir la cellule complète, Movie Item, qui lui est du coup la cellule de notre film qu'on va pouvoir afficher dans une liste. Et du coup, pourquoi j'insiste sur ces petits composants? C'est parce qu'en fait, avec l'approche Compose, l'idée c'est de partir des plus petits composants possibles et après de les réutiliser un peu partout dans votre application. Donc par exemple, la fiche de film, je vais l'avoir vraiment partout, parce que j'affiche partout des films.
Le poster noté, je vais l'afficher dans certains. Je vais avoir aussi la top app bar dans certains écrans. Et enfin, le movie metadata. Et là, vous pouvez voir que sur la fiche de film, je vais afficher l'information supplémentaire de la durée du film, alors que je ne l'affiche pas dans ma liste. On va voir ça, comment on va faire ça juste après. Une autre chose qu'il faut bien comprendre avec Compose, c'est le sens de la propagation de la donnée et des événements. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir plutôt tendance à récupérer les informations le plus haut possible via notamment des view modèles pour après les propager dans l'arbre de composants et les donner aux composants feuilles du style un texte, du style une image, ce qui va faire le rendu de ce que vous avez comme données. Et après, ces composants feuilles vont potentiellement ou pas avoir des événements du style un clic, du style une gesture, un scroll, peu importe, pour du coup faire remonter cette information au plus haut niveau pour après faire ce que vous souhaitez. Et donc du coup, par exemple, si on veut gérer la navigation, mes fiches de film, elles sont cliquables. Donc dans ma home, j'ai un élément feuille qui est ma fiche. Je vais cliquer dessus, ça va remonter l'événement jusqu'au plus haut niveau de mon arbre de composants, qui lui va gérer la navigation de tous mes composants qu'on va appeler composants screen, qui lui après va gérer la navigation d'un écran à l'autre. Et donc du coup pareil, quand je rentre dans un film, j'arrive sur sa fiche de film, je reclique sur une fiche, ça remonte jusqu'au dessus, et puis etc. etc. Ok. On va commencer à développer un petit peu. Donc on a notre movie metadata, qui est du coup, pour rappel, notre titre, notre liste de genres, notre release date, donc notre année de publication, et enfin le runtime qu'on veut optionnel. Donc pour ça, on va utiliser des composants qui sont disponibles dans des artefacts de Compose. Ici, un texte pour simplement avoir un rendu de texte. Donc on lui donne le titre. On va un peu le customiser. Donc là, on veut aller récupérer un style qui apparaît dans le matériel thème, qu'on va voir un peu plus tard aussi. On va lui dire, moi je veux que ce texte-là a le style du H6. Et après, on va lui rajouter quelques paramétrages. Donc là, par exemple, on va lui dire, si dans l'espace disponible que je te donne, tu fais plus que 2 lignes, déjà tu fais maximum de lignes, mais en plus, si tu as un overflow, tu vas rajouter 3 petits points à la fin du texte. Ok, on va englober ce texte dans un colonne qui, lui, va avoir la responsabilité d'afficher des composants les uns en dessous des autres. Et donc, du coup, on va vouloir après itérer sur notre liste de genres pour afficher nos genres. Donc, pour ça, on est dans du code Kotlin pur. Donc, on peut prendre notre liste, faire un for each dessus, et puis venir déclarer des composants pour juste les afficher. Donc, c'est cool, sauf que, vous voyez, ils sont les uns en dessous des autres, et pas côte à côte. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la déclaration, le tag est dans une colonne, et non pas dans un autre composant qui, lui, est plutôt sur l'axe des X. Donc pour ça, rien de plus simple, on a juste à englober notre liste de tags dans une row et on aura l'effet escompté. Ok, on a une liste de genres, on va maintenant rajouter, pour des raisons un peu plus esthétiques, un petit padding par-dessus, et qui introduit un concept assez important dans Compose, à savoir les modifiers. Donc jusqu'à présent, on a utilisé des composants qui sont dits soit de placement, avec du coup une row ou une colonne, soit de rendu, avec les textes par exemple. Là ici, des modifiers, c'est un concept qui vient décorer nos différents composants pour venir rajouter soit des interactions, donc le clic par exemple, les gestures, soit du placement aussi, donc tout ce qui est padding, et d'autres cas, on va voir ça un peu plus tard aussi. Donc ici, on rajoute un padding. Ok, et maintenant on va vouloir afficher un autre texte qui lui va afficher du coup notre release date et notre runtime. Et donc pour ça, alors attendez, je mets en mode avion parce que, hop, voilà. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer 2 variables qui vont formater notre donnée comme on le souhaite, parce que on est dans du Kotlin et je peux le faire, donc je le fais. Donc j'ai une variable here dans laquelle du coup je viens récupérer la date via calendar, etc. Et je viens récupérer le temps en heures et en minutes pour du coup l'afficher. Et donc j'affiche tout ça dans un texte et je le concatène et je rajoute un padding aussi pour que ce soit un peu joli.
Je vous disais tout à l'heure que le texte, la partie time, je veux la voir optionnellement, si j'en ai ou pas. Et donc simplement, je peux rajouter une condition pour dire, bah, si tu es différent de nul, bah, tu l'affiches. Et si tu es différent de 0, tu l'affiches. Et si tu es égal à 0, bah, du coup, tu l'affiches pas, tout simplement. Et donc du coup, avec les composants, on a juste à déclarer et à utiliser le code Kotlin, les forces du code Kotlin pour faire ce qu'on veut finalement. Enfin, je viens rajouter un petit alpha pour juste simplement demander à pour que mon utilisateur soit d'abord, d'un point de vue expérience utilisateur, soit d'abord capté par le titre plutôt que par mon texte, ma release date et ma runtime. Et donc on appelle ce qu'on appelle des locales, pardon. Je ne vais pas venir trop dans les détails, mais grosso modo, les locales, ça va permettre d'agir sur tout un sous-arbre de votre composant en fonction de ce que fait la locale. Donc là, ici, la locale, elle agit sur l'alpha de vos composants, et donc du coup, je vais appliquer un alpha médium, donc à 50%. Je vais appliquer un alpha sur tout son contenu. Donc ici, seulement le texte. OK. Une dernière chose, une bonne pratique, c'est de rajouter un modifieur qui est initialisé à un modifieur vide. Donc le égal modifieur, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va initialiser mon modifieur avec une valeur par défaut. C'est juste que mon modifieur ne va rien faire. Et je vais le donner au composant root de mon propre composant. Pourquoi? Parce que du coup, celui qui va m'appeler, movie metadata, il va pouvoir lui-même décorer mon propre composant à moi, que ce soit en placement ou en interaction, etc. Et je peux aussi rajouter ce qu'on appelle de la semantics, qui va me permettre de régler toutes les questions d'accessibilité. Donc par exemple, qu'il y ait une personne qui sera malvoyante et qui utilise du coup mon application avec IA Tollback, quand il arrivera sur mon élément, movie metadata, il va non pas passer sur chacun de mes éléments que je viens de déclarer, mais il va simplement lire le texte, le titre, published, avec la date. OK. Donc on a notre movie metadata. Maintenant, il nous reste à développer, à l'intégrer dans ma liste. Et donc pour ça, j'ai besoin de développer mon movie item plus ma movie list. Donc on va commencer par notre movie item et on va juste partir du principe que j'ai déjà un composant qui est custom aussi, qui est du coup le poster noté, avec un certain nombre de paramètres que je peux lui donner, notamment liés au placement que je vous expliquais avant par rapport au rating. Et donc du coup, je vais avoir mon movie item qui lui va déclarer un premier paramètre qui est un data model qui est qui représente un film, un modifieur qui permet du coup de le décorer, et enfin l'événement de clic que je vais venir remonter à l'appelant. Donc, je vais d'abord avoir déclaré mon poster noté, où je lui donne du coup les différentes informations de mon data model, sauf que par défaut, il prend tout l'espace disponible. Donc ce poster noté, je vais l'englober dans une box, qui est du coup le dernier composant de placement avec row et colonne qui permet du coup d'agir sur le placement des composants. Si vous êtes développeur Android, c'est strictement l'équivalent d'un frame layout qui vient simplement superposer des composants les uns au-dessus des autres et qui peut après les placer dans l'espace disponible. Et donc je viens lui dire, en largeur, tu vas faire 130 dp et en hauteur, tu vas respecter un ratio de 70%. Je englobe ça dans ma box dans une autre box qui va lui me servir comme élément root de mon composant. Et cet élément box, lui, va me permettre quoi? Il va me permettre de placer différents éléments les uns au-dessus des autres pour du coup créer ma cellule. Donc pour ça, je vais déclarer par-dessous ce qu'on appelle une surface. Une surface, c'est quoi? C'est une surface sur laquelle je peux appliquer une couleur et un certain nombre d'autres configurations, notamment des bordures, un shadow, etc. Et je veux que cette surface, elle respecte dans une certaine mesure la taille de mon affiche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la largeur de mon affiche, la hauteur de mon affiche, et je vais du coup créer une surface qui va respecter la hauteur de mon affiche moins un certain delta, donc ici 30 dp, pour du coup avoir cet effet-là de mon affiche est un poil plus grande, mon affiche est un poil plus grande que ma surface. Je rajoute un petit padding au-dessus pour du coup que mon affiche soit par-dessus mais au niveau du dessus, simplement. Je rajoute l'effet clickable via les modifieurs qui me permet de dire c'est ma surface qui est cliquable et non pas mon affiche, et du coup qui va faire après remonter au niveau de son appelant.
Je rajoute une shape pour avoir des bords un petit peu arrondis, parce que je trouve ça plus joli, et je rajoute une élévation de 5 dp, non, de 8 dp, oui, 5 dp, pardon, qui permet du coup d'avoir un shadow en dessous de ma surface. Du coup, si vous avez remarqué, ça ressemble énormément à un composant card du Material Design. En fait, il existe un composant card avec compose, et derrière, le composant card, dans son implémentation, c'est simplement une surface avec une implémentation fixe, mais du coup, c'est exactement la même chose. Hop, ok. Je vais aussi rajouter un petit padding sur la gauche de mon affiche parce que je trouve pas ça très joli qu'il soit collé. Donc simplement, je rajoute via le modifieur un padding. Et après, je viens utiliser mon movie metadata que j'initialise avec mon modèle. Et pop, j'ai ma cellule. Cool. J'ai ma cellule, il ne me reste plus qu'à créer mon composant de movie list qui va me permettre de m'afficher finalement l'entièreté de mon écran. Donc dans mon écran, qu'est-ce que j'ai? J'ai un titre que je vais afficher dans du coup ma top app bar. J'ai une liste de films et j'ai toujours l'événement de clic que je veux remonter le plus haut possible. Et donc du coup, je le déclare en callback aussi. Pour ça, il y a deux moyens de faire. La première, c'est d'utiliser une colonne et de l'initialiser avec un modifieur qui est du coup vertical scroll, qui permet simplement de dire, si tu n'as pas assez d'espace pour t'afficher entièrement, je te rends scrollable. Alors j'utilise ce qu'on appelle un remember scroll state. Je ne vais pas rentrer dans les détails juste là maintenant, on va parler un petit peu plus tard des states. Mais grosso modo, ça me permet simplement d'écouter ce qui se passe en termes de scroll et donc potentiellement de récupérer la position à laquelle je suis, etc. Et donc du coup, ce que vous voyez dans ma colonne, simplement, je vais itérer sur ma liste de films et je vais après déclarer mes différents composants movie item. Si vous êtes développeur Android, ça doit un peu vous choquer, parce qu'en fait, une colonne initialisée de cette manière-là, c'est le strict équivalent d'une scroll view. Et une scroll view, si vous essayez de l'utiliser avec un très grand nombre d'items, vous allez avoir un problème de performance. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Simplement, il va essayer de créer la vue pour les 5000 items que vous avez dedans. Et donc vous allez avoir un problème de performance, alors que finalement, ici, dans mon écran, j'affiche que 4 cellules. Et donc finalement, je pourrais peut-être avoir quelque chose d'un peu plus optimisé à juste dessiner ce que j'ai à l'écran. Pour ça, bien sûr, il y a une solution, le lazy colon, qui lui va du coup faire exactement ce que je viens de décrire, à savoir, je lui donne dans son DSL ici, items, ma liste de data class, et je vais avoir une callback dans laquelle je vais pouvoir déclarer mon composant, et dans lequel du coup je vais pouvoir, sans connaître moi la logique derrière d'optimisation, simplement lui va m'appeler quand ça sera nécessaire. Et donc il me donne juste le data class courant, et moi je l'utilise dans mon movie item. Et c'est tout. Alors, juste pour info aussi, j'ai un autre composant qui s'appelle Movie Scaffold. Alors, Scaffold, ça permet quoi? Ça permet simplement, c'est un élément structurant pour vos écrans. On ne va pas rentrer dans les détails non plus parce que ça mériterait presque un talk à part entière pour ce truc-là. Mais grosso modo, dans ce Movie Scaffold, je déclare ma top app bar qui du coup prend en paramètre un titre qui est ici mon populaire. Ok. Alors là, on a vu tout ça avec l'approche compose. Dans la salle, qui a déjà développé des applications Android sans compose, du coup? À main levée, vite fait. OK. Du coup, normalement, vous avez l'habitude de faire ce genre de choses-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quelque part, un layout avec une recycler view. Alors, potentiellement, il y a d'autres choses, mais potentiellement, il n'y a que ça. Avec un autre layout qui correspond à la cellule. Donc, potentiellement, alors, moi, je suis convaincu que l'approche compose, elle a quand même moins de code, mais ce n'est pas forcément le plus flagrant à ce niveau-là, parce que vous pourrez très bien avoir des cellules qui sont assez courtes. Et enfin, et là, c'est là le problème avec l'approche actuelle dans le développement Android, vous allez devoir développer ce qu'on appelle un adapteur. Un adapteur, c'est quoi? C'est simplement une classe qui est disponible dans le SDK Android qui vous demande à vous de gérer l'optimisation du rendu de votre liste dans votre écran. Et donc du coup, pour ça, vous avez toute une activity où vous devez gérer, toute une adaptateur, où vous devez gérer des view holders pour la répartie réutilisation, optimisation, etc. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait des listes avec des cellules différentes dans un adapteur, mais alors là, ça devient un enfer et vous vous retrouvez avec un adapteur de plusieurs centaines, 200, 300, 400 parfois lignes de code. Alors qu'avec l'approche compose, on a simplement un lazy colon et on lui donne et c'est tout.
Et potentiellement, si vous avez des différentes cellules ou quoi affichées, vous avez juste une condition à faire de si je suis dans tel état, je vais déclarer ce composant-là, sinon je vais déclarer ce composant-ci, et puis c'est tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, donc du coup, j'étais comme ça, moi, la première fois que j'ai fait une lazy colon. Ah non. Ok. On va voir un petit peu maintenant tout ce qui est theming, donc le matériel thème. Ah, super. Hop. Alors ici, je viens déclarer ce qu'on appelle un theme light. Donc je sais pas si, j'imagine que vous êtes un peu familiarisé avec le mode dark et le mode light quand même. Et donc ici, je viens déclarer un certain nombre de couleurs que je vais utiliser. Je viens déclarer aussi une palette de couleurs qui utilise les couleurs sémantiques du matériel design. Je vais faire la même chose pour le mode dark. Et après, je vais définir tout ce qui est typographie. Donc là, ici, j'ai quelques exemples, mais bien sûr, ça suit toute l'aspect du matériel design, donc de H1 à H6, subtitle 1, 2, etc., etc. Avec potentiellement, vous pouvez configurer des fonts custom, tout ça, tout ce qui va bien. Et je définis aussi un certain nombre de chips que je vais pouvoir réutiliser de manière uniforme dans toute mon application. Et tous ces trucs-là, je vais venir la donner à un composant qui est du coup disponible dans Material Design aussi, dans Compose aussi, à savoir Material Theme, qui prend du coup ces 3 concepts en paramètres, plus un contenu qui a un arbre de composants, sur lequel du coup il va pouvoir agir. Alors la bonne pratique, c'est quoi? C'est en général d'encapsuler ça dans un propre composant à vous, qui va du coup avoir toute cette logique-là de quel est le thème que je vais utiliser ou quoi. Donc ici on n'a que 2 thèmes, mais potentiellement, vous pouvez en avoir une infinité, plusieurs thèmes de couleurs, etc. Machin. Donc je prends en paramètre quoi? Je prends en paramètre le fait de savoir si je suis en dark mode ou pas. Donc j'ai une variable isDarkMode avec initialisée par défaut avec une fonction qui s'appelle isSystemInDarkTheme. Cette fonction du coup elle est disponible dans Compose et qui permet simplement de savoir si mon téléphone il est en mode dark ou en mode light. Et après j'ai mon arbre de composants. Donc je viens déclarer mon matériel thème, je lui donne mon arbre de composants. Je regarde si je suis en mode dark ou en mode light pour du coup donner la bonne palette. Je donne ma typographie, je lui donne mes shapes et c'est tout. Trop cool. Trop cool, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, avec ça, je peux potentiellement switcher comme je veux de thème. Nous, ce qu'on va faire en plus, c'est que on a déjà tout le mécanisme qui permet d'écouter, savoir si mon téléphone est en mode dark ou en mode light. Là, on va vouloir surcharger cette information-là via une petite icône qu'on va afficher dans la toolbar qui va dire si je suis en mode light, je vais afficher une lune pour passer en mode dark, et puis inversement, je vais afficher un soleil pour passer en mode light. Donc pour ça, dans mon movie scaffold, vous allez me faire confiance, et on va partir du principe que du coup j'ai une icône qui va prendre en paramètre le fait de si je suis en mode dark ou en mode light, donc j'ai un booléen pour avoir cette information-là, et qui va simplement renvoyer une callback, donc qui pour l'instant il ne va rien faire, juste il va dire on m'a cliqué dessus, qui s'appelle switch dark mode, et qui va du coup propager cette information-là à son appelant. L'appelant, du coup, c'est l'élément, le point d'entrée de l'arbre de composants. Donc ici, notre activity, qui va permettre de déclarer un set contents, qui est vraiment le point d'entrée de nos composants. Et donc, je vais récupérer l'information de est-ce que je suis en mode dark ou pas. Je vais ajouter un état qui sera initialisé par rapport à cette information et que je vais mettre à jour pour du coup surcharger l'information de si je suis en mode dark ou pas. Donc potentiellement, quand je vais cliquer sur l'icône, si je suis en mode dark, du coup, je vais changer mon état pour dire maintenant, tu es en mode light, même si mon e-system dark, il est toujours en mode dark. Je ne vais pas rentrer trop dans les states, mais grosso modo, pour que vous compreniez bien cette ligne, vous avez la partie remember qui permet de dire, OK, ce qu'on appelle recomposition à l'autre, tu vas conserver ton état. Donc une recomposition, c'est quoi? C'est quand on vient redessiner tous nos composants qu'on a à l'écran, ou en tout cas une partie. Et en plus, je lui ai dit, tu es modifiable. Donc tu es via la fonction mutable state off. Je vais pouvoir lui dire, d'une recomposition à l'autre, tu vas te conserver, mais en plus, je vais pouvoir te modifier quand je veux. Ok, je viens déclarer mon thème, Exploring Movie Theme, où je lui donne l'information de est-ce que je suis en mode dark ou pas, qui va me permettre de, du coup, switcher du mode light ou du mode dark. Et après, j'ai un composant app, qui est vraiment mon point d'entrée de tous mes composants, où je lui donne du coup la valeur de est-ce que je suis en mode dark ou pas, et qui va interagir via du coup l'icône dans la toolbar, et j'implémente la callback de quand je clique sur mon icône, qui va du coup avoir la logique de je switch mon état de l'un à l'autre. Et voilà, j'ai du coup un mode dark et un mode light sur lequel je peux surcharger via mon icône.
OK. Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut récupérer la donnée, d'ailleurs, d'une base de données, d'une API, peu importe d'où vient la donnée, via un ViewModel, et on va du coup après donner cette information à nos composants. Donc on va partir du principe qu'on a un ViewModel qui a un certain nombre de fonctions, qui va renvoyer ce qu'on appelle des flows. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les coroutines, c'est l'équivalent avec Eric des observables, etc. Ou si vous utilisez plutôt les live data aussi. D'ailleurs, du coup, il y a plusieurs fonctions qui permettent de collecter, côté composant, ce genre d'informations. Donc on a observe as state pour les live data, collect as state pour les flows, et subscribe as state pour les observables. Nous, on va utiliser du coup les flows, donc les coroutines. Et donc du coup, du côté de nos composants, on va utiliser cette fonction-là pour du coup récupérer, écouter ce qui se passe dans un flow, pour être notifié d'un point de vue composant, pour forcer de redessiner notre composant avec la nouvelle donnée. Autre information importante, sachez que si vous avez dans votre arbre de composants un composant root qui gère deux composants dans son arbre et que vous utilisez tous les deux le même ViewModel, la même instance du ViewModel sera partagée entre vos deux composants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, grosso modo, vous faites du caca et que vous sauvegardez un état partagé dans votre ViewModel, vous pouvez avoir des side effects ailleurs dans votre application. Donc ne faites pas ça. Ok, donc on va encapsuler notre movie list dans un autre composant qu'on va appeler movie list ViewModel, qui va du coup avoir en charge de déclarer notre ViewModel en fonction d'une énumération qui s'appelle movie section, de charger la bonne liste de films et après de la donner à notre movie list. Donc pour ça, rien de plus simple, je récupère mon ViewModel. Via le DSA, il arrive à récupérer le bon typage, de bonne instance, etc. J'ai juste à donner le type via le deux points movie ViewModel. Je fais un when sur mon énumération. Du coup, si je veux récupérer la liste des upcoming, de populaire ou du trending, il va appeler la bonne fonction. J'appelle le collect as state dans tous les cas, parce que du coup, je veux écouter potentiellement s'il y a des nouvelles informations qui sont émises sur mon flow, je vais pouvoir modifier mon écran. Et du coup, cette liste de films, je viens juste la donner à ma movie list, et puis c'est tout. Automatiquement, je vais du coup afficher de l'information dans ma composant. J'ai rien à faire de plus. Ok. On va un peu changer de sujet. On va un peu transformer notre talk pour la découverte de Jetpack Compose en la découverte de Compose multiplateforme. Je vous parlais de JetBrains avant. Dans les side projects qu'ils ont, il y a le fait de rendre compatible Compose avec d'autres plateformes. Qui a déjà fait à main levée rapidement du Kotlin multiplateforme? Pas forcément avec Compose, juste du Kotlin multiplateforme. Ok, très peu. Très bien. Alors, dans l'approche Kotlin multiplateforme, donc Kotlin multiplateforme, ça permet simplement de partager de la code base en Kotlin entre plusieurs plateformes. Donc ici, on a Android, web et desktop. Il y a aussi du iOS, mais on va le garder pour plus tard parce qu'on se concentre sur Compose pour l'instant. Et donc, dans cette logique de Kotlin multiplateforme, je vais avoir de la business logic qui va être partagée entre ces différentes targets. Et après, chaque target, chaque plateforme implémente sa propre UI et son propre UX. Alors, dans la vraie vie, souvent, on va interagir avec la plateforme par exemple, pour Android, interroger des fonctions de son SDK. Pareil pour la partie web, etc. Donc, on va avoir tout un mécanisme de actual expect qu'on va voir aussi un petit peu plus tard, mais qui sont toujours écrits en Kotlin. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est dire, en fait, le compose multiplateforme, j'ai envie de changer ma partie UI/UX en compose multiplateforme qui gère tout pour moi. Oui, sauf que même si on a une UI qui se base sur les mêmes composants, l'expérience utilisateur, elle est différente. C'est-à-dire que vous ne consommez pas une application de la même manière sur un mobile que sur un desktop, que sur le web, que sur iOS, etc. Et donc du coup, en fait, on va un peu changer notre schéma en ceci. C'est-à-dire qu'on va se reposer sur Compose multiplateforme pour créer des composants, mais on va laisser l'expérience utilisateur spécifique à chaque plateforme. Alors, pour comprendre comment faire ça, on va faire un petit focus sur comment est construit Compose. Donc Compose, il y a plusieurs niveaux d'artefacts
qui sont disponibles. Il y a d'abord le plus bas niveau, qui est le compiler, qui permet du coup de lire les composants et de les transformer, qui fonctionne de pair avec le runtime, qui lui va construire vraiment le modèle de programmation, tout ce qui est management de state, donc management de l'état, et enfin du coup simplement exécuter les composants et faire le rendu potentiellement. Sauf que faire le rendu, c'est pas, j'ai un abus de langage, mais en gros, ces deux artefacts-là ne font pas de l'UI spécifiquement. Ces deux artefacts-là, c'est juste deux artefacts qui permettent de gérer un arbre potentiellement hyper optimisé. Mais après, il y a une implémentation en Compose UI, mais il y a aujourd'hui déjà des implémentations pour d'autres choses qui ne font pas du tout du Compose, qui ne font pas du tout de l'UI. Et donc du coup, pour la partie Compose UI, on va avoir d'autres artefacts. Donc on a l'artefact UI qui permet d'avoir les éléments fondamentaux pour pouvoir dessiner, tout simplement. On a les fondations layout qui permettent d'avoir les box, les colonnes, les rows et deux, trois autres, mais qui sont moins connus. Tout ce qui est un artefact pour tout ce qui est animation, pour pouvoir animer nos différents composants. Les fondations qui lui permettent d'avoir du coup les composants sur lesquels qu'on peut déclarer, donc du style un texte input, sur lequel vous pouvez rentrer du texte. Sauf que du coup, au niveau de la fondation, on va simplement avoir un text input qui est un champ sans aucun design, juste quand je clique dessus, je vais avoir mon clavier qui arrive. Et donc du coup, pour avoir un peu plus de design, on a un artefact matériel qui lui va donner tout l'aspect qu'on veut avoir en général sur une application Android qui respecte le Material Design. Avec son petit frère qui vient d'arriver, Material 3, donc pour Material You. Ok. Heureusement, on va faire ça en même temps. Je ne sais pas si j'ai un... Ok, parfait. Donc du coup, donc ça c'est pour on compose UI, sauf que... Je peux le donner? Ouais, je le branche et puis je laisse faire. Ok. Sauf que du coup, Compose UI, aujourd'hui, il est compatible avec Android et desktop, mais pas avec le web. Et donc en fait, il y a un autre Compose UI, qu'on appelle en général Compose UI Web, qui propose d'autres artefacts qui sont vraiment dédiés que pour le web. Donc là, pour le coup, on a WebCore Runtime, qui du coup permet de gérer, de générer des UI par rapport au DOM, du DOM HTML, qui fonctionne de pair avec WebCore, qui lui va avoir tout ce qui est tous les composants liés avec du coup le web, donc une div, un span, le style CSS, etc. Mais du coup en code Kotlin. Et enfin, on va avoir des widgets qui est pour l'instant assez pauvre, qui va rajouter un certain nombre de modifiers, mais loin de tous ceux qui sont disponibles en Compose UI, et deux trois layouts du style la box, la colonne et la row. Et donc en fait, dans notre schéma, on a plutôt ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a Compose multiplateforme pour Android et desktop, et Compose web pour la partie web. Alors ça ferait l'objet d'un talk encore à part entière pour la partie web. Donc nous, on va se concentrer sur du coup la partie Compose multiplateforme aujourd'hui. Juste vite fait, pourquoi le web? Pourquoi le web est différent aujourd'hui par rapport à Android et desktop? Alors la première chose, c'est que techniquement, les librairies qui sont utilisées derrière ne sont pas compatibles avec la partie web, avec la plateforme web pour faire du rendu. Et surtout, aujourd'hui, ça émet un DOM, notamment pour des questions de compatibilité avec l'incroyable nombre de librairies NPM qui sont disponibles. Et donc, en fait, là, ce qu'ils cherchent à faire, c'est essayer de trouver un compromis entre rester compatible avec l'écosystème web, parce que sinon, ce serait la mort de Compose Web, parce que personne ne l'utiliserait si on ne pouvait pas utiliser toutes les librairies NPM qui sont déjà disponibles, tout en gardant aussi tout ce qui est SEO et accessibilité qui sont liés du coup à du DOM. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que Compose Web est un peu à part. Mais ils y travaillent pour du coup avoir qu'une seule brique qui puisse être vraiment multiplateforme. Ok, donc du coup, notre Android et notre desktop. Donc je vous le disais, la partie Kotlin multiplateforme, elle gère toute la partie business logic, tout ça. Donc j'ai un module Gradle Data qui gère cette partie-là. Ce n'est pas le sujet de notre présentation ici. Nous, on va se concentrer sur l'autre partie, sur la partie Compose, avec un module qu'on va appeler Components, qui sont du coup tous nos composants réutilisables. Donc c'est là où on va avoir l'affiche, le rating, etc. Et un theming pour tout ce qui est matériel thème.
Alors, on va rentrer un petit peu en détail pour voir justement du coup cette expect actual dans notre matériel thème. Donc, on a notre script Gradle de notre module qui vient déclarer Android. On va le rendre multiplateforme. Donc, pour ça, on vient déclarer le plugin multiplateforme de JetBrains et on vient utiliser non pas le compose de Google, mais on vient utiliser le compose de JetBrains parce qu'aujourd'hui, il y a bien deux artefacts différents pour la même chose finalement. C'est juste que celui de JetBrains est compatible avec Android et desktop, celui de Google est compatible uniquement avec Android. Donc on vient utiliser celui de JetBrains pour être multiplateforme. On vient déclarer nos deux targets. Donc là, on vient dire je veux être compatible Android, je veux être compatible JVM et je veux la nommer desktop. Et je viens définir un certain nombre de sursets. J'ai là ici 3 sursets. Un surset pour Android pour le code spécifique de la plateforme Android, un pour JVM pour la plateforme spécifique JVM et un common pour du coup le code partagé pour toutes mes plateformes. Et donc je viens du coup déclarer mes dépendances compose. Donc du coup ça ressemble à ça. J'ai mes deux sursets qui héritent du coup de command main et ils peuvent réutiliser des choses qui sont déclarées dans command main du coup. Donc un exemple, ça va être les fonts. Sur Android, si vous faites du développement Android, les fonts elles sont gérées d'un point de vue ressources. C'est-à-dire que vous allez mettre dans un dossier res un certain nombre de fonts en TTF et vous allez pouvoir y accéder via r.font, le nom de votre ressource. Chose qui n'est pas possible côté desktop. Sur côté desktop, vous avez un dossier d'assets dans lequel vous allez ranger vos fonts. Il n'y a pas vraiment d'organisation, il n'y a pas d'ID qui sont générés, etc. Donc pour ça, on va créer une fonction qui sera en expect dans notre common main, qui du coup attend d'être implémentée dans toutes les plateformes qui sont configurées dans notre module. Donc ici, Android et desktop. Côté Android, c'est assez simple. Je vais simplement récupérer le contexte via les locales, parce que du coup, j'ai une locale qui est dédiée à ça, pour récupérer le contexte courant de mon application Android. Et après, je vais récupérer la ressource font dynamiquement, et j'initialise mon modèle font, qui du coup a un modèle qui appartient à Compose, pas à moi. Je fais l'implémentation associée pour côté desktop, où je viens du coup récupérer là où sont rangés mes fontes, mon TTF que j'ai besoin. Je crée ma fonte de ma plateforme desktop et je la renvoie. Et donc du coup, j'arrive dans mon command main à déclarer toute une fonte family qui va après utiliser une fonte qui va avoir des implémentations différentes en fonction de là où il sera exécuté, mais du coup qui pour moi, une fois que je commence à l'utiliser, est complètement abstraite d'un point de vue utilisateur, développeur. Et donc du coup, ouais, je viens déclarer mes fontes. Je peux définir du coup une typographie, pareil, qui est un composant de Compose. Et je vais pouvoir donner cette typographie à mon matériel thème. Et donc du coup, ça va bien se passer après d'un point de vue récupération de mes typographies dans ma code base. Components, je le fais rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il y a un autre composant qui est du coup mon image qui va charger une image via une URL quelque part mon affiche et qui va faire un rendu. Avec Android, vous avez plein de librairies qui permettent de faire ça. Vous avez Coil, vous avez Glide, vous avez Picasso. Sauf que ces librairies, elles sont spécifiques à Android. Elles ne sont pas utilisables sur le desktop, sur une JVM, etc. Et donc du coup, il va falloir avoir une implémentation différente sur Android que sur desktop. Donc pareil, même chose, j'ai une expect qui prend un certain nombre de paramètres. Sur Android, je vais venir déclarer une dépendance coil pour pouvoir charger mon image. Donc simplement, je vais avoir une implémentation assez simple parce que du coup, coil est complètement intégré à un artefact qui est complètement intégré dans Compose et me fournit ce qu'on appelle un remember coil painter qui va du coup prendre en paramètre une URL et se charger pour moi de récupérer tout ce qu'il faut et l'afficher dans mon image. Pour la partie desktop, ça va être un peu plus compliqué parce que du coup, je vais implémenter moi-même la partie requête HTTP, récupération du buffer, migration en image bitmap, etc. Et donc du coup, pour ça, je vais avoir donc un état qui va du coup être mis à jour dès lors que je vais avoir mon image. Je vais avoir ce qu'on appelle un launch effect qui me permet du coup de ne pas bloquer la création de ma vue, mais de faire une tâche en asynchrone qui utilise notamment l'écoroutine pour du coup charger mon image. Et donc du coup, je vais avoir une classe que j'ai appelée ImageLoader qui fait tout le business de OKHTTP requête get, grosso merdo, à partir de l'URL que je donne. Et quand je récupère son résultat, je vais mettre à jour mon state, donc avec image.value, où je convertis du coup mon buffer en image bitmap
image bitmap, pardon. Et donc ça va mettre à jour mon état, et donc du coup ça va forcer la recomposition de mon remote image, et du coup il va afficher mon image dès lors qu'il va récupérer mon image depuis le serveur distant. Et c'est tout. Pour terminer, pourquoi est-ce que j'ai besoin de me soucier de Compose aujourd'hui? Alors on va se recentrer sur la partie Android, parce que du coup c'était l'objet de ce talk à la base. Il faut savoir que Android, le framework UI, il est vieux du début d'Android, c'est-à-dire 2008, et ils n'ont fait que rajouter des couches avec le temps. Ah, ok, je termine, j'ai presque fini. Ils n'ont fait que rajouter des couches avec le temps, et en fait, du coup, aujourd'hui, c'est devenu hyper complexe, et il y a des... et dans la hiérarchie des vues, il y a des trucs hyper chelous. Genre aujourd'hui, un bouton, c'est un texte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, ton bouton, il peut être sélectionnable au niveau de son texte, ce qui n'a pas vraiment de sens. Alors qu'avec Compose, j'ai un composant bouton qui va prendre en paramètre un composant qui lui-même peut être un texte, mais qui peut être autre chose aussi, et qui n'est pas forcément sélectionnable du coup. Sauf si je le dis explicitement. On va avoir aussi des bugs fixes qui vont arriver très tardivement en production. Je m'explique. Vous avez trouvé un bug dans le texte view, par exemple, d'Android. Vous allez faire un report de bug. Google va le prendre, va le corriger, va l'embarquer dans une version du système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, là, Android 12 L vient de sortir. Votre bug fixe, il est intégré dans cette version-là. Et tant que votre parc de devices n'est pas sur cette version-là dans sa très grosse majorité, ou en tout cas au minimum, vous ne pouvez pas partir du principe que vous pouvez vous appuyer sur ce bug fixe. Vous êtes obligé d'attendre que la majorité des gens qui utilisent votre application soient sur cette version-là au minimum. Et en fait, le bug fixe, ça prend des années et des années. Aujourd'hui, on est sur Lollipop. Lollipop, c'est une version qui est vieux de genre 7 ans, peut-être 8 ans. Donc c'est super vieux. Vous avez besoin de construire des vues XML qui sont le plus flat possible pour des questions de performance, chose qui n'est pas du tout nécessaire avec Compose. Et donc du coup, avec Compose, c'est une librairie, donc c'est pas packagé dans l'OS. Et donc du coup, ça veut dire que s'il y a un bug fixe à faire et que vous voulez le récupérer dans votre application, vous avez juste à mettre à jour Compose et puis vous l'aurez. Plutôt cool. Exit les views et les fragments, donc si vous avez déjà fait du Android, alors ça exit complètement les views parce que les compos c'est vraiment le remplaçant des views. C'est un peu moins vrai pour les fragments parce que les fragments, du coup, si vous avez déjà une code base avec beaucoup de fragments, vous n'avez pas forcément envie de remplacer l'entièreté de vos fragments, tout ça, mais c'est possible. C'est-à-dire si vous démarrez un projet de départ, vous pouvez avoir des composants qui représentent des écrans en entier et de juste gérer la navigation entre ces différents composants. Et ça clarifie énormément la partie état et la partie event, c'est-à-dire que quand vous déclarez un composant, vous savez exactement ce que vous devez lui donner comme données à afficher, parce que c'est du coup dans le paramètre de la fonction, et vous savez exactement quels sont les événements qui vont être renvoyés et que vous allez pouvoir gérer ou non dans votre arbre de composants. Et enfin, écriture de code, j'en suis convaincu. Si vous voulez, si vous êtes intéressé par Compose, parce que je vous ai convaincu, il y a un Slack du langage Kotlin où il y a du coup un channel Compose sur lequel du coup il y a plein d'ingénieurs de chez JetBrains et de chez Google qui travaillent sur Compose. Vraiment hyper cool parce que du coup ils répondent très souvent aux questions, aux remarques, etc. Et il y a maintenant les petits frères et les petites sœurs, donc Compose-web, Compose-desktop, bientôt Compose-iOS. Et enfin, le projet en open source sur du coup le repo de Android X, si vous êtes curieux, pour voir comment fonctionne Compose. Quelques références, retenez potentiellement, si vous voulez avoir les références, le deuxième lien, qui est du coup le lien vers ma présentation sur mon speaker deck, Gérard Paligo. Et je vous remercie de votre attention. Je suis désolé, on n'aura pas le temps pour les questions, mais si jamais vous en avez, venez me voir, je suis ici, pas loin. Merci.